Bonjour à toutes et à tous, très belle année à vous. Il est 8h30 et nous sommes le jeudi 8 janvier et vous écoutez la matinale sur EDJ FM. Merci d'être avec nous ce matin, on est ravis de vous retrouver pour commencer cette nouvelle année ensemble. Ce matin, l'actualité est tendue. Les agriculteurs remontent à nouveau au front avec une mobilisation prévue aujourd'hui à Paris. Malgré les interdictions, blocage, pression, bras de fer avec l'exécutif, le malaise est toujours là. À l'Assemblée, autre dossier sensible, le budget 2026 revient sur la table. Négociation de dernière minute, rapport de force politique. Le gouvernement avance sur une ligne très étroite. À l'international, on revient sur deux images fortes. D'abord le drame de Crans-Montana, une semaine après l'incendie meurtrier qui a fait 40 morts, puis l'arrestation spectaculaire de Nicolas Maduro, un tournant majeur en Amérique latine. Et on terminera avec le sport et la Coupe de France où Nice et Monaco ont encore une carte à jouer ce week-end. Mais avant tout ça, place au Flash Info. Dans l'actualité ce jeudi, Emmanuel Macron réunit cet après-midi les chefs des partis politiques à l'Elysée. Il doit leur présenter les garanties de sécurité que les Européens envisagent d'apporter à l'Ukraine. Selon l'exécutif, la France pourrait déployer plusieurs milliers de soldats en cas de cessez-le-feu avec la Russie. Météo France place la Manche en vigilance rouge ce jeudi à partir de 21h en raison de l'arrivée de la forte tempête Goretti. Des rafales de 150 à 160 km/h sont attendues sur le littoral et jusqu'à 140 km/h dans l'intérieur. 27 départements sont également placés en vigilance orange, du Finistère à la Seine-et-Marne, avec des vents pouvant atteindre 120 km/h dans les terres et 140 km/h sur les côtes. En région parisienne, les rafales pourraient monter jusqu'à 100 km/h. Météo France avertit que cet épisode venteux devrait durer plusieurs heures. Aux États-Unis, une fusillade a endeuillé une église mormone mercredi soir à Salt Lake City. 2 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées selon la police. Le bilan provisoire fait état d'au moins 8 victimes. Les circonstances du drame restent à éclaircir. Au moins un suspect est toujours en fuite et activement recherché. Nouvelle charge de Donald Trump contre la science et le multilatéralisme. Le président américain a signé un décret actant le retrait des États-Unis de 66 organisations internationales. Environ la moitié d'entre elles sont liées au système des Nations Unies. Une décision qui s'inscrit dans la ligne dure de l'administration Trump, déjà critique envers les institutions internationales et les politiques climatiques. Le Français Clément Noël a remporté mercredi soir le slalom de Madonna di Campiglio en Italie. Champion olympique, il décroche sa première victoire de la saison en Coupe du Monde à un mois des Jeux de Milano-Cortina. Son compatriote Paco Rassa complète le podium à la 3e place, une première pour 2 Français depuis près de 5 ans. Il signe ainsi le 15e succès de sa carrière en Coupe du Monde. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 8h30. Vous êtes toujours sur EDJ FM et on ouvre à présent notre séquence info avec l'actualité de la semaine. La tension remonte dans le monde agricole. Une mobilisation à l'appel de la coordination rurale a lieu à Paris aujourd'hui, avec ou sans tracteur, et ce, malgré les interdictions de circulation décidées par les préfets. Yana Primovici. La coordination rurale maintient son objectif, se rendre aux abords de Paris. Son président assure que la mobilisation sera pacifique, même si cela implique des interpellations. Certains responsables agricoles expliquent qu'ils emprunteront d'autres itinéraires, quitte à éviter les grands axes routiers. En parallèle, les actions se multiplient déjà en région. Des blocages ont été observés sur plusieurs autoroutes, notamment en Lozère, en Haute-Garonne, en Isère ou encore près de Lyon. Et que répond le gouvernement face à cette nouvelle montée de tension ? Le Premier ministre promet une ligne plus offensive. Il appelle l'Union européenne à renforcer les contrôles sur les produits agricoles importés qui ne respectent pas les normes européennes. Le président des jeunes agriculteurs a annoncé à la sortie de son rendez-vous que si l'accord devait être signé, comme la Commission européenne l'espère, dans les prochains jours, une mobilisation aura lieu au Parlement européen le 19 janvier. Un arrêté doit aussi suspendre l'importation de certains fruits et légumes d'Amérique du Sud contenant des pesticides interdits en Europe sous réserve d'un accord de Bruxelles. Autre annonce, les fonds hydrauliques agricoles devraient atteindre 60 millions d'euros en 2026. Mais pour les syndicats agricoles, ces engagements restent trop vagues. Ils demandent des décisions immédiates et concrètes et préviennent qu'ils resteront mobilisés tant qu'ils n'auront pas obtenu des réponses claires. Merci Anna. À quelques semaines du Salon de l'agriculture, la pression s'intensifie sur l'exécutif et le bras de fer entre le gouvernement et le monde agricole est loin d'être terminé. Le projet de budget 2026 revient en commission des finances après l'échec des discussions de décembre. Négociations de dernière minute, pression politique et menace d'un passage en force, l'exécutif joue une partie serrée, Léa Canet.
Officiellement, Sébastien Lecornu reste opposé au recours au 49.3. Officieusement, l'idée fait son nid, lentement, méthodiquement et presque inéluctablement. Pourquoi cette option revient-elle aujourd'hui au premier plan ? Parce que fin décembre, échec. Les députés n'ont pas réussi à s'entendre sur le budget de l'État. Résultat, une loi spéciale votée en urgence, juste pour lever l'impôt et payer les fonctionnaires, le strict minimum. Mais pour 2026, il faudra un vrai budget et vite. Le texte revient dès aujourd'hui devant la commission des finances de l'Assemblée nationale. Le gouvernement se veut optimiste. En coulisses, beaucoup le sont moins. Et justement, en coulisses, quelle est la stratégie de l'exécutif ? À Matignon, on joue la montre, on négocie le fond, d'abord le véhicule, ensuite. Traduction, on discute, mais on garde le 49.3 dans la poche, quitte à provoquer une motion de censure, à condition d'avoir au minimum un accord de non-censure avec le Parti socialiste. C'est tout l'enjeu de la semaine. Le ministre de l'économie reçoit ce soir les groupes parlementaires sans la France Insoumise ni le Rassemblement National, avec Amélie de Montchalin et Laurent Panifou. Objectif affiché, du ligne à ligne sur les impôts, l'écologie, les collectivités et les effectifs publics. Mais les socialistes sont-ils prêts à lâcher du lest ? Côté socialiste, le ton est ferme, pas de vote du budget et une non-censure conditionnée à des concessions claires, pouvoir d'achat, écologie, services publics et surtout pas de suppression de postes dans l'éducation nationale, comme l'a rappelé Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat. Dans le bloc central, la tentation du passage en force grandit. Elisabeth Borne l'a dit, Marc Fesneau le reconnaît, plus ça dure, plus c'est compliqué. Reste une question, la vraie, jusqu'où Sébastien Lecornu est-il prêt à aller pour faire passer son budget sans faire tomber son gouvernement ? Merci Léa, le bras de fer entre le gouvernement et les oppositions continue à l'Assemblée nationale. Une semaine s'est écoulée depuis le drame survenu dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2026 au bar Le Constellation à Crans-Montana en Suisse. L'incendie a fait 40 morts, dont 20 mineurs et 116 blessés. Alors que sait-on aujourd'hui concrètement sur ce qu'il s'est passé ? Héloïse Karlicki. 7 jours après cet incendie meurtrier, l'enquête progresse. Plusieurs défaillances matérielles et sécuritaires ont déjà pu être relevées. En 10 ans, seuls 3 contrôles ont été effectués dans le bar, le dernier datant de 2019. Les obligations légales n'auraient donc pas été respectées car la loi impose aux services communaux de sécurité des visites annuelles. Et qu'en dit la ville ? Lors d'une conférence de presse ce mardi 6 janvier, le président de la commune, Nicolas Ferraud, a exprimé des regrets face à ces manquements. Il n'a toutefois pas apporté d'explications précises sur leur origine. Des éléments que les familles des victimes demandent afin de comprendre le déroulement exact des faits. Parmi ces familles endeuillées, les parents de Sian Panine, l'une des 9 victimes françaises, ont pris la parole dans les médias. Selon leurs déclarations, la jeune fille aurait tenté de s'échapper par une porte de secours restée fermée et aurait été retrouvée inanimée à proximité de cette issue. Les enquêteurs devront déterminer par la suite si le bar disposait d'assez d'issues de secours et si celles-ci étaient conformes. Pour rappel, la législation suisse exige 3 sorties pour les établissements accueillant jusqu'à 300 personnes d'une largeur minimale de 1,20 m. Il existe une vidéo plus ancienne aussi qui refait surface depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, c'est ça ? Oui, tout à fait. Une vidéo datée du 31 décembre 2019 interroge également. On y entend un serveur avertir qu'il faut faire attention au plafond avec les feux de Bengale. Le risque pourrait donc être connu depuis plusieurs années. Cette nuit-là, la mousse au plafond, utilisée comme isolation acoustique, a provoqué un embrasement rapide du sous-sol. Beaucoup de fêtards n'ont pas perçu immédiatement le danger. Sidération, biais de normalité, musique forte, autant d'éléments qui ont ajouté à la confusion générale. Des poursuites ont déjà été engagées ? Oui, les autorités suisses ont ouvert une enquête pénale contre les 2 gérants français du Constellation, Jessica et Jacques Moretti. Ils sont accusés d'homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d'incendie par négligence. Ce lundi, le parquet de Paris a lui aussi ouvert une enquête afin d'accompagner les victimes françaises dans leur recherche de réponse. Merci Héloïse. On reste à l'international et c'est sans doute l'image de ce début d'année. Nicolas Maduro, président du Venezuela depuis 13 ans, arrêté, exfiltré de son pays, menotté et escorté par des agents du gouvernement américain jusqu'à New York dans les locaux de l'agence fédérale américaine antidrogue. Megan Gomez, ce matin, vous nous aidez à décrypter la situation. Oui Léa, une page historique vient de s'écrire ces derniers jours sous nos yeux. Il y a 6 jours, dans les rues de Caracas, inquiétude et scènes de joie. Le régime autoritaire instauré depuis 13 ans par Nicolas Maduro vient de tomber. À des milliers de kilomètres de là, la Maison-Blanche œuvre depuis des mois dans la lutte contre le trafic de drogue, en particulier celui de la cocaïne et du fentanyl. Objectif, frapper fort les pays exportateurs de stupéfiants et parmi eux le Venezuela. C'est alors que le gouvernement américain met secrètement en place un plan pour faire tomber le président vénézuélien accusé de narcoterrorisme. Tout démarre en août dernier.
Des agents de la CIA pénètrent sur le sol vénézuélien et connectent un maximum d'informations sur les déplacements et les lieux de résidence de Nicolás Maduro. Le président vénézuélien ignore tout du piège qui se resserre autour de lui. Des membres de son entourage commencent à renseigner les services secrets américains. À l'automne 2025, les forces spéciales gouvernementales ont assez d'informations pour s'entraîner dans l'État du Kentucky, à l'intérieur d'une réplique quasi parfaite de l'une des résidences du président vénézuélien. Samedi dernier, après plusieurs semaines d'opérations de dissuasion en mer des Caraïbes, le président américain Donald Trump donne l'ordre depuis la Maison-Blanche aux forces spéciales d'intervenir. Plus de 100 drones, des hélicoptères, des bombardiers d'écoles de bases américaines proches du Venezuela. Plusieurs frappes sont menées, l'une d'elles touche la résidence du président vénézuélien, une unité d'élite intervient au sol et capture Nicolás Maduro et sa femme. S'ensuit un vol vers les États-Unis sous très haute surveillance. Oui, un voyage en hélicoptère diffusé en direct sur les chaînes nationales du pays et escorté par la sécurité intérieure. À son arrivée, Nicolás Maduro est exfiltré sur le tarmac par des agents fédéraux. Visage dissimulé sous une capuche, direction les locaux de l'agence fédérale antidrogue et plus tard dans la nuit vers la prison de Brooklyn à New York, dans l'attente de tous ses chefs d'accusation. Mais ces dernières heures, un autre pays, lui aussi sud-américain, est dans l'œil de l'administration Trump dans sa lutte contre le trafic de drogue. Eh bien oui, Léa. Et ce pays, c'est la Colombie. Premier pays au monde exportateur de cocaïne qui est désormais sous le radar américain. Au lendemain de l'arrestation de Nicolás Maduro, le président américain Donald Trump a qualifié lors d'une intervention devant la presse la Colombie comme étant un pays malade, acteur problématique dans la lutte contre le narcotrafic. Des propos pas passés inaperçus côté colombien dont la réponse sans équivoque du président Gustavo Petro a fait le buzz. Qu'ils viennent me chercher. Je préfère mourir les armes à la main plutôt que de me retrouver en prison. Le ton est donné. Mais dans un pays où 5% de son personnel militaire est d'origine colombienne, l'administration Trump mettra-t-elle ces menaces à exécution ? Merci Mégane, une affaire à suivre. Place au sport, désormais, les deux équipes azuréennes Nice et Monaco sont toujours en lice dans la Coupe de France de football, avec un beau duel à venir pour le gym. Objectif, se hisser vers les 8e de finale de la compétition nationale. Alexis Navarro. Si les deux équipes réalisent une saison décevante en championnat avec des résultats sportifs à la baisse, elles peuvent toujours se remettre à la Coupe de France. Ce samedi, l'AS Monaco ouvre le bal face à Orléans, une équipe évoluant en 3e division française. Si le duel s'annonce déséquilibré à première vue, gare au piège. Les Monégasques restent sur un échec en championnat face à Lyon 3-1 et Sébastien Pocognoni devra toujours composer avec de nombreux absents. Actuellement 9e de Ligue 1 et à 9 points du podium, Monaco entend sans doute à présent s'offrir un parcours convaincant en Coupe de France. Et de son côté, Nice affrontera un adversaire du championnat de Ligue 1, n'est-ce pas Alexis ? Exactement, le GC Nice disputera son tour ce dimanche et il sera opposé au FC Nantes, un adversaire de calibre similaire en quête lui aussi de confiance cette saison. Le nouvel entraîneur Claude Puel pourra sans doute compter sur la nouvelle arrivée hivernale Eli Wahi. L'ancien Montpellierin a d'ailleurs été décisif lors de sa première sortie sous le maillot niçois face à Strasbourg. Le gym rêve à présent d'une belle épopée en Coupe nationale, mais attention au regain d'orgueil nantais après sa victoire 2-0 à Marseille le week-end dernier. Merci Alexis et merci aux chroniqueurs pour leur regard sur l'actualité de la semaine. Dans un instant, ils partageront leur coup de cœur du moment, mais juste avant, on écoute Damiano David et son titre Zombie Lady sur EDG FM. C'était Damiano David, le chanteur du groupe italien Maneskin avec Zombie Lady, extrait de son tout premier album solo Funny Little Fears sur EDG FM. Et on enchaîne tout de suite avec nos cartes blanches. Les chroniqueurs vous partagent leur coup de cœur ou leur rendez-vous manqué du moment, que ce soit un film, une série, un jeu vidéo, une initiative locale, bref, ce qui les a marqués cette semaine. Et ce matin, place une carte blanche tout en douceur, une lecture venue du Japon à découvrir avec Chiara Mariani. Posez votre livre de développement personnel et troquez-le contre L'été de la sorcière, un roman japonais qui nous invite à faire une vraie pause. Son auteur, Kao Nashiki, nous y fait suivre les aventures de la jeune Mei. Adolescente solitaire, Mei passe l'été chez sa grand-mère dans la campagne japonaise. Là-bas, elle apprend à reconnaître les plantes, à cuisiner et à canaliser ses émotions avec celle que l'on surnomme la sorcière de l'Ouest. Elle va surtout vite découvrir qui elle est et développer une philosophie de vie empreinte de sagesse. Au centre de ce livre, on retrouve la thématique de la transmission. Transmission d'habitudes, de grand-mère en petite-fille, de recettes, d'histoires et même de pouvoir. Le style, très visuel, fait appel au sens pour nous emmener dans cet univers tout en douceur. On visualise en détail la préparation des bouillons,
confitures et autres plats fumants préparés par May et sa grand-mère. Comme si l'on était dans le jeu vidéo Cooking Mama. Le temps du récit, en revanche, n'est pas linéaire. Il est plutôt utilisé ici comme un outil pour mettre en lumière le point de vue et l'histoire de chaque personnage. Un pari audacieux pour l'auteur qui a d'ailleurs pris plusieurs années pour écrire ce livre dans son intégralité. Dans l'ensemble, il s'agit d'un roman très métaphorique. Rien n'est réellement dit, mais tout est suggéré. L'art de la suggestion, maîtrisé par l'auteur, laisse d'ailleurs libre cours à l'interprétation pour le lecteur. Autre atout de ce livre, sa lenteur. Les journées d'été de May et sa grand-mère sont autant de façons de ralentir auxquelles nos sociétés modernes aspirent. En bref, c'est un roman 100% feng shui qui parle de la transmission entre femmes, de la frontière floue entre la vie et la mort, et de ce moment fragile où l'enfance se fissure. C'est un livre qui ne cherche pas à expliquer, mais à faire ressentir. On le referme d'ailleurs avec l'impression d'avoir partagé à la fois un moment étrange et familier avec des personnages dont on ne connaît pas toujours le nom. Aussi, si vous souhaitez découvrir un roman apaisant, L'été de la sorcière se lit comme sa narratrice écoute le vent dans les arbres. Doucement, et longtemps après, quelque chose continue encore de résonner en nous. Merci Chiara, le roman est à découvrir aux éditions Piquet. Avatar 3 de Feu et de Cendre est sorti le 24 décembre au cinéma. 3 ans après Avatar 2, James Cameron revient avec un film qui se veut la suite directe, mais qui n'est pas dénué de défauts, Léa Canet. Avatar 3 est un film qui, paradoxalement, est sans doute meilleur que le précédent, tout en restant profondément problématique. Après un deuxième opus qui donnait surtout l'impression d'un reboot contemplatif, très beau, très long et très répétitif, ce troisième film reprend l'histoire chez le peuple Metkayina. On y suit toujours la famille Sully, mais le récit se recentre progressivement sur Spider, le jeune humain élevé parmi les Na'vi, et sur la question de sa survie dans un monde qui n'est pas biologiquement fait pour lui. Sur le principe, Avatar 3 fait ce qu'une suite est censée faire, il avance. Tout à fait, moins de tourisme visuel, moins de séquences purement démonstratives, plus de narration, plus d'action, plus de conséquences. Le changement de narrateur de Jake à Loak, son fils, est d'ailleurs l'une des meilleures idées du film. Ça apporte un regard plus fragile, plus intérieur et surtout, ça permet enfin à la saga de ne plus tourner uniquement autour de son héros originel. Mais là où le film commence à coincer sérieusement, c'est qu'il raconte, et surtout dans ce qu'il n'explique pas. Le nouveau peuple introduit, le clan du feu, est censé incarner une fracture morale chez les Na'vi. Un peuple amer, violent, en rupture avec Eywa, la divinité de l'univers de Cameron. L'idée est intéressante, le problème c'est que leur logique tient mal. Leur rapport à la nature, leur immobilisme dans un environnement hostile, leur haine quasi religieuse, tout ça est posé, mais rarement justifié. Résultat, au lieu de complexifier le discours écologique et spirituel de la saga, le film l'affaiblit par manque de rigueur. On retrouve aussi des travers d'écriture déjà bien installés, des dialogues qui appuient trop lourdement l'urgence de l'action, des personnages qui répètent les mêmes injonctions encore et encore, et surtout Jake Sully qui continue de prendre des décisions unilatérales, souvent absurdes, sans que le récit ne les interroge vraiment en profondeur, alors même que le film semble vouloir dire qu'il est en partie le problème. Et c'est là toute l'ambiguïté d'Avatar 3. Le film sent qu'il doit évoluer, mais n'assume pas toujours jusqu'au bout cette évolution. Il introduit des zones grises, mais hésite encore à en explorer toutes les conséquences. Il complexifie son univers, mais conserve des réflexes narratifs très anciens, presque conservateurs. Et pourtant, malgré tout ça, De Feu et de Cendre fait quelque chose d'essentiel. Il redonne à la saga une direction. Là où les deux premiers films semblaient raconter la même histoire sous des angles différents, celui-ci ouvre enfin des lignes de fracture interne, des conflits idéologiques et des possibilités de récit sur le long terme. Finalement, Avatar 3 n'est pas un film pleinement réussi. C'est un film bancal, parfois frustrant, souvent maladroit, mais c'est aussi un film charnière, un épisode de transition qui, sans être convaincant sur toute la ligne, laisse entrevoir une saga plus mature, à condition, cette fois, d'aller vraiment au bout de ses idées. Merci Léa, Avatar 3 est toujours disponible en salle et devrait dépasser le $1 milliard de recettes comme ses deux prédécesseurs. L'année 2026 s'annonce chargée pour le cinéma. Les grandes sagas font leur retour, les héros d'enfance reviennent à l'écran et les univers de jeux vidéo continuent de s'imposer dans les salles. Mais ce qui marque surtout l'année, c'est les suites de sagas. Héloïse Carlicki. Et oui, Léa, l'année s'annonce dense pour les amateurs de cinéma avec un net retour des grandes sagas. Premier arrêt sur Toy Story 5, attendu le 17 juin. Woody et Buzz ressortent des cartons et leurs adversaires ont changé. Ce sont désormais les objets connectés. Le récit repose sur une opposition simple, l'imaginaire face à l'écran. Disney mise ainsi sur des personnages connus pour rassembler ses fans de la première heure et les nouvelles générations.
Autre mastodonte annoncé, côté super-héros cette fois-ci. Chez Marvel, Avengers, Doomsday s'annonce déjà comme un poids lourd du cinéma 2026. Casting XXL et surtout un virage. Robert Downey Jr. devient le Docteur Fatalis. Les fans vont pouvoir observer ce renversement, celui d'un ancien sauveur transformé en super vilain. La sortie a déjà l'allure d'un événement mondial, en salle le 16 décembre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une autre énorme sortie viendra le concurrencer directement. Exactement, le 16 décembre, ce sera un face-à-face XXL avec Dune 3, réalisé par Denis Villeneuve. Cette fois, on adapte le Messie de Dune de Frank Herbert. C'est la fin de l'épopée de Paul Atreides sur Arrakis. Deux blockbusters, deux univers très différents, mais un même enjeu, occuper les salles pendant les fêtes. Dans un registre complètement différent, le jeu vidéo viendra nourrir le cinéma une nouvelle fois cette année. Et tout à fait avec Super Mario Galaxy, le film prévu pour le 3 avril. Le premier volet de 2023 avait déjà explosé les compteurs. Cette année, la licence Super Mario fête ses 40 ans et pas question de louper ça. Le deuxième film est confié cette fois-ci au studio Illumination. Et Star Wars fait aussi son grand retour, n'est-ce pas ? Oui, avec The Mandalorian qui arrive au cinéma le 20 mai, on retrouve Pedro Pascal dans le rôle de Din Djarin. Il s'agit de la suite directe de la série Disney+, devenue culte, mais cette fois-ci pensée pour le grand écran. Alors on a beaucoup parlé de suite, mais il y a aussi des adaptations très ambitieuses cette année. Et oui, l'une des plus impressionnantes, c'est l'Odyssée, réalisée par Christopher Nolan. Budget annoncé, 250 millions de dollars, sortie prévue le 22 décembre. Nolan s'attaque à un monument de la littérature antique avec les moyens du blockbuster moderne. Et côté français, 2026 s'annonce aussi très dense. Complètement, d'abord un biopic en 2 parties sur Charles de Gaulle, signé Antoine Baudry. La première partie, L'âge de fer, sort le 10 juin. La seconde, J'écris ton nom, arrivera dans la foulée le 3 juillet. Le général est incarné par Simon Abrarian et le film se concentre sur une évolution politique entre 1940 et 1945. Il y a aussi Les Misérables, revisité par Fred Cavaillé, Vincent Lindon, joue Jean Valjean avec Camille Cotin, Tahar Rahim et Benjamin Laverne au casting. La sortie est prévue le 9 décembre. C'est clairement l'une des plus grosses ambitions françaises de l'année. Et pour finir, un retour très attendu côté mode et pop culture. Le fameux Diable s'habille en Prada 2, sorti le 29 avril, on replonge dans les coulisses du magazine Runway avec Meryl Streep et Anna Hathaway. De retour à l'écran, un film très attendu à la croisée du glamour, de la satire et du pur plaisir de retrouver cet univers avec des personnages mythiques. Et de bien belles aventures vous attendent au cinéma pour cette année 2026. Merci Héloïse. Comme chaque jeudi, on fait le point sur les principaux rendez-vous culturels à venir à Nice et dans la région avec vous, Jade Bonnecoop. À Nice, un week-end bien rempli vous attend. Samedi, envie de réparer plutôt que de jeter, direction la Maison de l'Environnement pour le Repair Café de 9h à midi, avenue Castellane. Vêtements, objets du quotidien, tout y passe et c'est gratuit. À 14h, cap sur le musée d'art naïf Anatole Jakowski pour l'exposition Monde Parallèle. Au programme, visite guidée et ateliers créatifs autour de la nature et des arbres. 1h30 d'évasion pour seulement 9 €. Et à 16h, rendez-vous à la Cinémathèque de Nice avec Métropolis, un film d'animation culte, une cité futuriste, des robots, des humains et une enquête au cœur d'un monde divisé, un film de Rita Roth à ne pas manquer. Dimanche, place à la musique avec le concert du Nouvel An à l'auditorium Joseph Cosma de 15h30 à 17h. L'orchestre d'harmonie de la ville de Nice vous propose un moment festif et convivial et l'entrée est libre. À 16h, l'Opéra de Nice vous invite à un goûter sur scène, un spectacle familial, ludique et gourmand pour découvrir l'opéra autrement et se régaler. Et pour finir, le week-end, direction la Cinémathèque de Nice une nouvelle fois à 17h avec Château en Italie, un film sensible et touchant, signé Valérie Bruni-Tedeschi. Merci Jade. Voilà pour les sorties du week-end à Nice et on jette maintenant un œil au ciel pour voir ce qui nous attend. Et aujourd'hui, la matinée sera marquée par de belles éclaircies avant l'arrivée d'un ciel plus voilé dans l'après-midi. Le vent se fera sentir en fin de journée avec des rafales pouvant atteindre 45 km/h. Les températures resteront fraîches entre 3 et 13 degrés. Demain, le temps sera plutôt calme en matinée avec un ciel peu nuageux, puis les éclaircies s'imposeront dans l'après-midi. Le vent va nettement se renforcer, des rafales jusqu'à 55 km/h pouvant grimper à 70 km/h en soirée. Les températures oscilleront entre 8 et 15 degrés. Samedi, après un début de journée légèrement nuageux, le soleil dominera largement l'après-midi. Le vent restera présent avec des rafales atteignant 60 km/h puis encore 45 en soirée. Les températures resteront stables entre 8 et 15 degrés. Et dimanche, retour à une ambiance plus apaisée, un temps ensoleillé le matin, un ciel peu nuageux l'après-midi et des températures comprises entre 7 et 15 degrés. Un week-end globalement lumineux mais souvent venté, pensez à bien vous couvrir.
Et c'est déjà la fin de cette matinale. Merci à toute l'équipe pour ce tour d'horizon de l'actualité. Merci à Daniel Kolchanov à la régie. Et enfin, merci à vous de votre fidélité et de votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine dès 8h30 pour une nouvelle matinale. Très belle journée à toutes et à tous sur EDG FM.